Un miroir brisé ne reflète pas ton visage. Il reflète les fissures de celui qui l'a cassé. Il en va de même pour le respect. Il ne parle pas de ta valeur, mais des fissures internes de celui qui le jette. Beaucoup pensent qu'en t'insultant, en te minimisant ou en se moquant de toi, ils parviennent à te voler ton pouvoir. Cependant, le véritable pouvoir n'a jamais été dans leurs mots, mais dans ta réaction. C'est là que se fait la différence entre être maître de soi ou esclave des impulsions. Le stoïcisme enseigne une vérité percutante. Tu ne peux pas contrôler la langue de l'autre, ni ses intentions, ni son venin. La seule chose qui est sous ton contrôle est comment tu reçois cela, ce que tu en fais, et surtout ce que tu ne permets pas de détruire en toi. C'est là la véritable bataille. Car répondre avec colère, c'est leur donner ta paix comme trophée, tandis que répondre avec calme, avec fermeté et en silence, c'est montrer clairement que ta force ne dépend de personne. Cette vidéo ne parle pas de vengeance ou de fierté blessée. Elle se concentre sur la discipline de rester imperturbable, de montrer que la plus grande humiliation pour celui qui te manque de respect est de se retrouver face à quelqu'un qui ne fléchit pas, qui ne perd pas le contrôle, qui ne se rabaisse pas à son niveau. Marc Aurèle le comprenait. Quand les autres agissent mal, c'est leur propre nature qu'ils exposent, pas la tienne. Sénèque le prévenait, le sage ne se laisse pas entraîner par la provocation. Épictète le résumait avec précision. Ce qui blesse vraiment n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que tu consens à l'intérieur. Ici, tu trouveras 8 leçons pratiques pour aborder le respect du point de vue stoïcien. Non pas avec faiblesse, mais avec fermeté. Non pas avec des cris, mais avec maîtrise de soi. Car le véritable respect ne se réclame pas avec des mots. Il s'inspire de la cohérence, de la sérénité et de la fermeté de celui qui se respecte lui-même avant tout le monde. Prépare-toi, car ce qui vient ne sont pas des phrases superficielles pour te rassurer, mais des armes de caractère, des stratégies de vie et des rappels que ta paix intérieure est sacrée et que personne n'a le droit de la toucher. 1. Ne réagis pas avec colère, réponds avec calme. Le feu ne s'éteint pas avec plus de feu, il s'éteint avec de l'eau. Le manque de respect fonctionne de la même manière. Si tu le confrontes avec colère, tu ne fais que raviver les flammes que l'autre a allumées, mais si tu le confrontes avec calme, cette étincelle s'éteint d'elle-même. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la colère est un cadeau que tu offres à l'offenseur. C'est céder ton centre, ta sérénité et ta force en échange d'un instant de soulagement qui se termine toujours par des regrets. Les stoïciens comprenaient que la provocation était inévitable, car les hommes agissent à partir de leur ignorance, de leur frustration et de leur propre vide. Marc Aurèle écrivait que lorsqu'une personne te fait du mal, pense d'abord qu'elle le fait parce qu'elle croit que c'est la bonne chose à faire, parce qu'elle ne connaît pas d'autre façon d'agir. Cela ne signifie pas la justifier, cela signifie comprendre que son attaque ne définit pas qui tu es, elle définit sa nature. En réagissant avec colère, tout ce que tu fais, c'est te rabaisser à son niveau, perdre ta hauteur et montrer que son poison a eu un effet. Répondre avec calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Le calme est le signe de celui qui est en contrôle de lui-même, de celui qui comprend que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que chaque mot doit être mesuré comme un soldat mesure son mouvement avant d'entrer en combat. La colère est rapide et maladroite, le calme est lent et sûr. Celui qui maîtrise sa réaction a toujours l'avantage, car il montre qu'il n'est pas gouverné par l'impulsion, mais par la raison. Sénèque avertissait que la plus grande victoire est de vaincre la colère, car la colère détruit d'abord celui qui la ressent avant celui qui la reçoit. Et combien cette mise en garde est vraie. La fureur élève la voix, accélère le cœur, obscurcit l'esprit et transforme toute discussion en une guerre sans but. En revanche, le silence mesuré ou la parole sereine désarme sans avoir besoin de crier. L'autre attend ton explosion. Il veut que tu tombes dans son jeu, mais quand tu le surprends avec tempérance, tu le laisses sans armes. Dans la vie quotidienne, la pratique consiste à s'arrêter un instant avant de répondre, à respirer profondément, à observer avec froideur ce que l'autre essaie de provoquer.
Cette seconde de pause est l'espace où tu reprends le contrôle, où tu décides si tu agis comme un esclave de l'impulsion ou comme un maître de toi-même. Pense que chaque offense est un entraînement, une opportunité pour renforcer la patience, comme le lutteur qui supporte de petits coups pour endurcir le corps. C'est ainsi que l'on entraîne le caractère, non pas en réagissant immédiatement, mais en choisissant consciemment la réponse. Répondre avec calme signifie aussi fixer des limites sans perdre son sang-froid. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence, mais de montrer de la fermeté sans crier, de faire comprendre avec sérénité ce que tu n'es pas prêt à permettre. La différence est que la colère cherche à blesser, tandis que le calme cherche à enseigner et à clarifier que ta paix n'est pas à vendre. Cette attitude inspire le respect, même chez ceux qui ont essayé de te rabaisser. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler ce que disent les autres, mais de montrer qu'aucun mot ne peut te priver de ton contrôle interne. La colère transforme l'homme en prisonnier des autres. Le calme le rend libre. Chaque fois que tu choisis de répondre avec sérénité, tu deviens plus fort, plus impénétrable, plus maître de toi. Et c'est le message que le stoïcisme nous donne. Celui qui contrôle ses émotions ne vainc pas seulement le manque de respect, il vainc aussi son propre ego, qui exige toujours vengeance. Souviens-toi de cela clairement. Ne pas réagir avec colère ne signifie pas accepter l'humiliation. Cela signifie refuser d'être manipulé par les émotions des autres. 2. Établissez des limites claires et fermes. Un terrain sans clôture se remplit rapidement de traces étrangères, de marques que vous n'avez pas demandées et qui ne respectent pas votre espace. Il en va de même dans la vie. Si vous n'établissez pas de limites claires, d'autres marcheront sur vous, occuperont votre énergie et tenteront d'imposer leurs règles sur votre propre sol. Le manque de respect ne s'exprime pas toujours par des insultes directes, il se déguise souvent en demandes constantes, en blagues lourdes, en critiques déguisées en conseils ou en silence qui tentent de vous manipuler. Et lorsque vous ne savez pas où mettre un terme, vous finissez par porter des poids qui ne vous appartiennent pas. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence par se gouverner soi-même, et cette liberté ne peut exister que lorsque vous protégez vos frontières internes. Sénèque disait que personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Et ce consentement est souvent donné lorsque vous taisez ce qui devrait être dit, lorsque vous cédez là où vous devriez rester ferme. Établir des limites n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de respect envers soi-même. Cela signifie reconnaître ce qui est à vous et ce que vous n'êtes pas prêt à permettre. Affronter le mépris nécessite de la clarté, car celui qui n'a pas ses valeurs claires finit par accepter n'importe quoi. La limite est la ligne qui sépare votre paix de l'invasion étrangère. Si quelqu'un vous crie dessus, votre limite est le calme avec lequel vous lui dites que vous n'accepterez pas cette façon de parler. Si quelqu'un se moque, votre limite est la gravité avec laquelle vous fermez la porte au jeu. Si quelqu'un insiste pour franchir ce que vous avez déjà marqué, votre limite est la distance que vous choisissez de prendre. Et tout cela sans avoir besoin de perdre le contrôle ou de tomber dans des provocations. Marc Aurèle rappelait que la vie de chacun est définie par ses pensées et ses choix, non par ce que les autres veulent imposer. En établissant une limite, vous n'essayez pas de changer l'autre. Vous déclarez simplement ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Ce geste est plus puissant qu'il n'y paraît, car il envoie un message silencieux de force. Ma paix n'est pas entre tes mains, ma dignité n'est pas à vendre, mes principes ne se négocient pas. Dans la vie quotidienne, poser des limites peut être inconfortable, car cela suscite de la résistance. Il y aura ceux qui vous accuseront d'être égoïste, ceux qui tenteront de manipuler votre fermeté, ceux qui vous diront que vous exagérez. Mais la vérité est autre. Ce qui dérange n'est pas votre limite, mais la perte de l'accès libre à votre énergie. Celui qui avait l'habitude de dépasser votre terrain est contrarié lorsqu'il trouve une porte fermée, mais ce malaise n'est pas votre problème. Votre responsabilité est envers vous-même, avec la préservation de votre paix et le respect que vous devez semer de l'intérieur. N'oubliez pas que la fermeté n'a pas besoin de violence.
Une limite claire peut s'exprimer avec sérénité, avec peu de mots, avec la conviction de celui qui n'a pas besoin de crier parce que sa décision est prise. C'est la différence entre réagir impulsivement et agir avec sagesse. La fermeté tranquille devient inébranlable parce qu'elle ne dépend pas de la colère, elle dépend de la clarté. Chaque fois que vous établissez une limite, vous renforcez votre identité. Vous rappelez au monde qui vous êtes, ce que vous valorisez et ce que vous ne tolérez pas. Le mépris se nourrit du silence et de la confusion, mais il s'affaiblit face à la fermeté tranquille. Si vous voulez inspirer le respect, commencez par vous le montrer à vous-même. Celui qui se respecte n'a pas peur de déranger, n'a pas peur de s'éloigner, ni de perdre l'approbation. La limite est le mur invisible qui protège votre essence, et sans elle, n'importe quel vent vous emporte. Le stoïcien sait qu'il ne peut pas contrôler ce que font les autres. 3. Valorise plus ton opinion que celle des autres. Les feuilles sèches sont emportées sans but par le vent, allant d'un côté à l'autre sans décider où rester, sans avoir de racines pour les soutenir. C'est ainsi que vivent ceux qui confient leur valeur à l'opinion des autres, changeant de direction à chaque commentaire, permettant que la voix des autres pèse plus que la leur. Le manque de respect se nourrit de cette faiblesse, car celui qui ne s'affirme pas dans son jugement finit par croire n'importe quel jugement externe, même les plus injustes. Le stoïcisme enseigne que rien en dehors de toi ne peut te définir. Marc Aurèle écrivait que les opinions des autres ne sont que des pensées momentanées, des ombres qui passent, sans substance réelle à moins que tu ne les acceptes. L'essence de ce que tu es est en toi, dans la façon dont tu choisis de vivre et dans la façon dont tu maintiens tes principes lorsque personne d'autre ne les reconnaît. Lorsque tu dépends de l'approbation externe, tu deviens prisonnier du bruit. Tu cherches à plaire à tout le monde, tu as peur d'être rejeté, tu ajustes ton comportement pour ne pas déranger. Ce mode de vie non seulement t'épuise, mais ouvre également la porte au manque de respect, car quiconque perçoit ton besoin d'acceptation saura te manipuler. La fragilité surgit lorsque ce que tu penses de toi-même dépend de l'écho que tu reçois de l'extérieur. La force commence lorsque ton jugement est suffisant et suffit à te soutenir. Sénèque rappelait que la plus grande richesse est de se suffire à soi-même. Cela ne signifie pas mépriser l'opinion des autres, mais ne pas en dépendre pour vivre en paix. La société est pleine de voix qui parlent depuis l'envie, le ressentiment ou l'ignorance. Leur donner du pouvoir, c'est comme boire de l'eau contaminée en espérant étancher sa soif. En revanche, lorsque ton propre avis est clair et ferme, ces voix deviennent un bruit de fond qui ne change pas ta direction. Le manque de respect est confronté à la certitude de savoir qui tu es. Une moquerie ne change pas ton identité, une insulte n'efface pas tes réalisations, une critique injuste n'invalide pas ton effort. Ce sont des reflets de ceux qui les prononcent, pas des preuves de ta valeur. En te souvenant de cela, chaque attaque devient insignifiante, car tu comprends que ta paix dépend de toi, pas de l'approbation externe. Au quotidien, cette leçon s'entraîne en prenant des décisions sans avoir besoin de demander la permission, en défendant tes valeurs même si elles ne sont pas populaires, en soutenant ta vérité même si elle dérange. Valoriser ton opinion signifie te regarder dans le miroir avec assurance et savoir que ta vie correspond à ce que tu crois être juste, même si le monde entier te contredit. Cette cohérence est la liberté, et cette liberté est la base de la force stoïcienne. Épictète l'expliquait avec force. Si tu cherches à plaire à tout le monde, tu perdras ton essence. Et son avertissement prend plus de sens aujourd'hui, à une époque où la validation se mesure en chiffres et en applaudissements. Celui qui poursuit cette approbation externe finit par se vider, car elle n'est jamais suffisante. Le stoïcien, en revanche, vit en paix en reconnaissant que son jugement interne, guidé par la raison et la vertu, est le seul qui compte vraiment. N'oublie jamais ceci. Lorsque tu accordes plus de valeur à l'opinion des autres qu'à la tienne, tu cèdes ton pouvoir. Et lorsque tu décides de faire confiance à ton jugement, tu retrouves la liberté.
Le véritable respect naît de cette fermeté, de montrer par des actes que tu n'as pas besoin de la validation de personne pour rester debout. Celui qui se respecte lui-même ne s'agenouille pas devant le jugement des autres, et c'est la réponse la plus forte face au manque de respect. 4. Transforme chaque offense en un entraînement. Les poids dans une salle de sport ne sont pas là pour plaire, ils sont là pour s'opposer, pour générer de la résistance, pour forcer le muscle à grandir. De la même manière, les offenses jouent le rôle de ce fardeau qui dérange, qui fait mal, qui semble inutile, mais qui, si tu sais comment l'utiliser, devient un outil de force. Le manque de respect est un poids ajouté à ton esprit, et il n'y a que deux options. Laisser cela te briser ou l'utiliser comme un entraînement pour l'esprit et le caractère. Le stoïcisme a toujours vu dans l'adversité une opportunité de croissance. Marc Aurèle écrivait que ce qui gêne sur le chemin devient le chemin. Les offenses, les insultes, les moqueries ne sont pas des exceptions à cette règle, elles sont des épreuves conçues par la vie pour t'entraîner à la patience, au self-control et à la résilience. Si tu réagis avec colère, l'épreuve te vainc. Mais si tu réponds avec sérénité, tu démontres que ton caractère est déjà plus entraîné qu'il ne le pensait. Le manque de respect fait mal parce qu'il blesse l'ego. Mais l'ego, comme un cristal fragile, se brise au moindre coup. Le sage, en revanche, transforme ce coup en un coup de marteau qui façonne le fer. Sénèque le disait sans détour. Personne n'est plus fort que celui qui a appris à supporter ce que les autres considèrent comme insupportable. L'offense devient un exercice de résistance, une leçon de self-control. Ce n'est pas quelque chose que tu choisis de recevoir, mais c'est quelque chose que tu choisis de traiter. Chaque mot offensant peut être un miroir qui t'entraîne. Si quelqu'un te traite de faible et que tu ne l'es pas, alors cela ne t'affecte pas, parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Si quelqu'un t'accuse de quelque chose de faux et que tu t'énerves, il y a une leçon à apprendre. Ne pas réagir à ce qui manque de fondement. Si quelqu'un pointe un défaut réel, alors l'offense est une occasion d'améliorer, de travailler sur ce que tu peux changer. Dans la vie quotidienne, transformer les offenses en entraînement signifie changer de perspective. Ne te demande pas pourquoi on t'a manqué de respect, mais demande-toi ce que tu peux entraîner en toi grâce à cela. Patience quand quelqu'un t'interrompt. Sérénité quand quelqu'un te crie dessus. Force quand quelqu'un te critique sans raison. Distance émotionnelle quand quelqu'un essaie de te manipuler. Chaque situation est une pratique, un exercice pour forger ton esprit comme l'acier est forgé dans le feu. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Appliqué au respect, cela signifie que l'offense n'a pas de pouvoir réel jusqu'à ce que tu décides de lui donner de l'importance. Si tu la vois comme un entraînement plutôt que comme une attaque, le coup perd son venin et devient un outil. C'est l'état d'esprit du guerrier stoïcien. Utiliser même ce qui est désagréable comme une ressource pour grandir. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence, mais d'entraîner l'esprit à voir chaque manque de respect comme une opportunité de pratique. Tout comme l'athlète remercie la difficulté parce qu'elle le prépare à la compétition, l'homme ferme remercie l'offense parce qu'elle le prépare au plus grand défi de la vie. Personne ne forge la discipline dans le confort, elle se forge dans l'inconfort. Personne ne construit la résilience dans le calme, elle se construit au milieu de la provocation. Celui qui apprend à transformer les offenses en entraînement découvre un secret. Le pouvoir cesse d'être chez celui qui agresse et passe à celui qui reçoit. Parce que pendant que l'autre s'épuise à lancer du venin, tu te renforces en le transformant en leçon. Et il arrive un moment où tu n'es plus facile à offenser, parce que tu comprends que chaque coup n'est qu'un autre poids dans ton entraînement. 5. Apprenez à utiliser le silence comme stratégie. L'écho dans une montagne ne discute pas avec celui qui crie, il renvoie simplement ce qu'il reçoit puis s'évanouit. C'est ainsi que fonctionne le silence face au respect. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Celui qui se tait avec intention ne se rend pas, il s'élève.
Le silence devient un mur invisible qui protège votre paix, tandis que l'autre, incapable de vous entraîner à son niveau, se consume dans sa propre provocation. Le stoïcisme a toujours valorisé le pouvoir de la retenue. Marc Aurèle disait que si les mots n'apportent pas de bien, il vaut mieux les garder. Le silence ne signifie pas absence de réponse, il signifie choisir la meilleure réponse, aucune. Dans un monde où tout le monde réagit immédiatement, celui qui sait se taire démontre sa maîtrise. Et cette maîtrise fait plus mal à l'offenseur que toute insulte renvoyée, car son intention était de vous sortir de votre centre, et ce qu'il reçoit est un vide impossible à briser. Sénèque expliquait que la colère a besoin de carburant, et rien n'éteint ce feu comme le manque de réaction. Celui qui vous manque de respect attend votre explosion, attend votre colère, attend votre justification. Lorsqu'il rencontre le calme et le silence, il se confronte à un miroir qui l'expose. Il découvre que son pouvoir sur vous n'était qu'une illusion. Voilà la force du silence. Il transforme la provocation en un geste inutile, en un coup qui rebondit sans laisser de traces. Dans la vie quotidienne, le silence n'est pas toujours facile à appliquer. Nous sommes conditionnés à répondre, à nous défendre, à vouloir prouver que nous avons raison. Mais le stoïcien sait que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, car beaucoup sont des pièges qui volent de l'énergie. Se taire n'est pas tout permettre, c'est réserver vos forces pour ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque moquerie au travail, vous n'avez pas besoin de clarifier chaque mensonge qui circule, vous n'avez pas besoin de discuter avec chaque personne qui cherche la bagarre. Épictète le résumait en une leçon dure. Si quelqu'un vous insulte et que vous vous énervez, le problème n'est pas l'insulte, c'est votre manque de contrôle. Appliquer le silence dans ces moments-là, c'est pratiquer la vertu la plus difficile, la tempérance. Ce n'est pas réprimer les émotions, c'est les diriger, c'est choisir de ne pas nourrir le jeu de l'autre. Dans cet acte, vous démontrez que vous ne dépendez pas de la validation ni de l'approbation, parce que votre force est en vous, pas dans ce que l'autre attend. Le silence communique aussi. Il transmet que vous n'avez pas besoin de défendre votre dignité avec des cris, parce que vous la portez si clairement que personne ne peut vous la prendre. Il envoie un message de supériorité calme, celle de celui qui sait que répondre serait tomber sur le terrain de l'ennemi. Lorsqu'une personne offense et reçoit le calme, son attaque perd de sa force. Elle devient un bruit sans écho. Il ne s'agit pas de se taire toujours. Il y a des moments où il faut poser des limites et parler fermement. Mais il y a beaucoup d'autres moments où le silence est l'épée la plus tranchante. La différence est de reconnaître quand le mot ajoute et quand il soustrait. Cet discernement fait du silence une stratégie, pas une fuite. Apprendre à utiliser le silence, c'est s'entraîner à une forme supérieure de pouvoir. C'est transformer chaque offense en une opportunité de démontrer que vous n'êtes pas un esclave du bruit, mais un maître de votre calme. Lorsque vous choisissez de vous taire, vous ne perdez pas, vous gagnez le contrôle. Et chaque fois que vous pratiquez cette maîtrise, vous construisez une présence si solide qu'elle n'a pas besoin d'explication. Parce que le respect véritable, celui qui ne se demande pas avec force, naît du calme imperturbable de celui qui sait que le silence peut être la réponse la plus percutante face au mépris qui vient. 6. Garde la cohérence avec tes valeurs. Un bâtiment peut paraître imposant de l'extérieur, mais si ses fondations sont faibles, le moindre tremblement le fait s'effondrer. Il en va de même pour les personnes qui parlent de principes, mais ne les mettent pas en pratique. L'incohérence est la faille qui affaiblit la forteresse intérieure et ouvre la porte au manque de respect. Celui qui ne vit pas selon ses valeurs devient une cible facile, car ses paroles manquent de poids et son comportement n'inspire pas confiance. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la cohérence. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations. « Fais en sorte que ta vie soit en harmonie avec ce que tu prêches. » Sénèque le réaffirmait en soulignant que rien n'est plus crédible que la constance entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Épictète le résumait crûment. « Ne dis pas que tu es philosophe, vis comme tel.
Ce même principe s'applique pour faire face au manque de respect. Si tu dis que tu valorises ta dignité, tu dois le démontrer par tes actes. Si tu dis que la paix est une priorité, tu ne peux pas réagir avec violence. Si tu prêches l'autocontrôle, tu ne peux pas le perdre à la première provocation. La cohérence est une armure invisible. Lorsque tu maintiens ton comportement aligné avec tes valeurs, personne ne peut pointer de contradiction en toi. Cette solidité inspire le respect même chez ceux qui ont voulu t'humilier. Parce que même s'ils essaient de t'attaquer, ils se retrouvent face à quelqu'un qui ne se trahit pas lui-même. Cette fermeté, silencieuse et constante, est une leçon plus dure que n'importe quelle réponse. Dans la vie quotidienne, l'incohérence se remarque dans les petits détails. Celui qui exige le respect, mais traite les autres avec mépris. Celui qui parle de calme, mais vit en réagissant avec colère. Celui qui se vante de sa force, mais s'effondre à la première critique. Ce manque d'unité entre ce que l'on dit et ce que l'on fait affaiblit l'autorité personnelle. En revanche, la cohérence fait que ta présence parle pour toi, que ton exemple soit impossible à ignorer. Le manque de respect ne peut pas toujours être évité, mais il peut perdre son impact lorsque tu démontres par tes actes que rien ne t'écarte de tes principes. Si quelqu'un t'insulte et que tu réponds avec sérénité, ta cohérence reste intacte. Si quelqu'un essaie de se moquer de toi et que tu maintiens ta dignité sans tomber dans les provocations, tu renforces ta position. Sénèque avertissait que le plus grand dommage que l'on peut se faire est de se contredire. L'incohérence génère une guerre interne, une perte de confiance en soi qui se reflète vers l'extérieur. En revanche, la cohérence te donne une paix profonde, parce que tu sais que tu ne dépends pas du regard des autres pour valider tes décisions. Cette paix est la base de la résilience, car elle te maintient ferme même lorsque tout autour de toi essaie de te briser. La cohérence ne signifie pas rigidité, elle signifie loyauté envers l'essentiel. Tu peux changer d'opinion, tu peux apprendre, tu peux corriger des erreurs, mais tu ne dois pas trahir ce que tu reconnais comme tes valeurs les plus élevées. La justice, la tempérance, la sagesse, le courage. Si tu guides ta vie par ces principes, chaque acte que tu fais aura de la force. Et face au manque de respect, cette force se perçoit. Parce que pendant que les autres attendent ta réaction, ce qu'ils reçoivent est une démonstration de discipline, de calme et de rectitude. Au final, la meilleure défense contre le manque de respect est de vivre de telle manière que ton comportement soit ta réponse. Lorsque tu maintiens la cohérence avec tes valeurs, peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, car ta vie elle-même devient l'exemple qui fait taire tout le monde. 7. Ne reste pas là où tu perds ta paix. L'eau dans un récipient sale finit par être contaminée, peu importe sa pureté initiale. De la même manière, ta paix intérieure se salit lorsque tu restes dans des lieux, des relations ou des environnements où le respect est constant. Peu importe combien tu essaies de rester serein, si tu vis constamment exposé à l'hostilité, ton esprit s'use. L'erreur de beaucoup est de croire que la force consiste à tout résister, alors qu'en réalité, la véritable force est aussi de savoir se retirer à temps. Le stoïcisme enseigne que le sage ne s'accroche pas à ce qui lui fait du mal. Marc Aurèle répétait que nous devons nous éloigner de ce qui corrompt l'âme, tout comme le corps se détourne du poison. Il ne s'agit pas de fuir, mais de choisir clairement où il vaut la peine de rester. Car chaque espace où tu investis ton énergie façonne ce que tu es. Si cette énergie est consommée à te défendre contre des offenses constantes, tu deviens peu à peu prisonnier d'un environnement qui ne te permet pas de grandir. Le respect répété est comme un acide silencieux. Il use ta confiance, affaiblit ton moral et finit par normaliser l'inacceptable. Rester là, c'est accepter un mensonge dangereux, que tu ne mérites pas mieux. Sénèque avertissait que l'homme sage ne reste pas là où sa dignité est méprisée, car la vie est trop courte pour la donner à ceux qui ne savent pas l'apprécier. T'éloigner de ces lieux est un acte d'amour-propre, une déclaration que ta paix vaut plus que toute approbation externe.
Dans la vie quotidienne, cela signifie prendre des décisions fermes, quitter cette conversation qui se transforme toujours en moquerie, sortir de ce groupe où l'on ridiculise ce que tu es, mettre fin à cette relation dans laquelle tes limites ne sont jamais respectées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la clarté. Tu ne restes pas parce que tu as compris que personne ne gagne à rester sur un champ de bataille où la seule conséquence est de perdre ton calme. Épictète l'expliquait simplement. Si l'endroit où tu te trouves te vole ta vertu, ce n'est pas un endroit pour toi. Son enseignement reste valable aujourd'hui, car la modernité est pleine d'environnements contaminés, des milieux de travail toxiques aux liens personnels basés sur la manipulation. Si tu décides de rester, le prix est ta paix. Et la paix, dans la pensée stoïcienne, est le bien suprême, car sans elle, il n'y a pas de clarté de jugement ni de capacité à agir avec vertu. Quitter l'endroit où tu perds ta paix ne sera pas toujours facile. Il y aura la peur de la solitude, du jugement, de l'incertitude, mais chaque pas que tu fais, loin du manque de respect, est un pas vers la liberté. Avec chaque limite que tu imposes, en choisissant de te retirer, tu reprends le contrôle de ta vie. Et le plus important, tu envoies un message puissant à ton intérieur, que tu te valorises assez pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Cette décision renforce ton estime de toi plus que n'importe quel mot d'encouragement. Le mépris peut apparaître n'importe où, mais y rester est un choix, et ce choix révèle combien tu te valorises. Le stoïcien comprend que se retirer n'est pas abandonner la lutte, c'est choisir des batailles dignes. Au final, protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est la plus haute forme de respect envers toi-même. Car celui qui se respecte assez ne reste jamais là où il perd son calme, et cet acte silencieux devient la leçon la plus claire pour tous ceux qui l'entourent. C'est pourquoi il est important que tu le saches. 8. N'oublie pas que le véritable respect s'inspire, il ne se réclame pas. Une bougie n'a pas besoin de crier pour éclairer, elle brille simplement, et dans son silence, elle oblige tout le monde à reconnaître sa lumière. Le véritable respect fonctionne de la même manière. Il ne s'obtient pas par des menaces, ni par des revendications désespérées. Il s'inspire par le comportement, la cohérence et la fermeté de caractère. Celui qui tente d'imposer le respect par la force n'obtient qu'une peur momentanée, mais jamais une admiration authentique. En revanche, celui qui vit avec discipline et maîtrise de soi laisse une empreinte qui parle pour lui-même lorsqu'il garde le silence. Le stoïcisme enseigne que l'autorité la plus puissante naît de l'exemple. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, comprenait qu'il ne pouvait pas forcer tout le monde à le respecter en tant qu'homme, mais qu'il pouvait inspirer le respect en vivant selon la vertu. Le calme au milieu de la tempête, la justice au milieu du chaos, la tempérance au milieu des excès, telles étaient ses armes. Sénèque le réaffirmait en avertissant que personne ne respecte celui qui se contredit. La cohérence, plus que le titre ou la force, est la racine du respect authentique. Celui qui exige le respect à grands cris démontre un manque intérieur, car il révèle qu'il n'a pas encore appris à se respecter lui-même. Le respect commence à l'intérieur. Si tes actions contredisent tes paroles, si tes limites ne sont pas fermes, si ton comportement ne reflète pas tes valeurs, il n'y aura pas d'argument qui obligera les autres à te voir avec dignité. Mais lorsque ta vie est guidée par des principes solides, cette force se projette naturellement. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, car ta seule présence transmet une autorité silencieuse. Épictète l'expliquait simplement. Ne dis pas que tu es bon, vis de telle manière que personne ne puisse le nier. Transposé au sujet du respect, cela signifie que tu ne dis pas « respecte-moi ». Vis de telle manière que ta force ne permette pas qu'on t'ignore. Celui qui contrôle ses émotions, qui agit avec justice, qui établit des limites fermes, inspire le respect même chez ceux qui le rejettent. Ils peuvent parler mal, ils peuvent essayer de minimiser, mais au fond, ils reconnaissent la force de quelqu'un qui ne négocie pas son intégrité. Dans la vie quotidienne, inspirer le respect se traduit par des actes concrets. Tenir ses promesses, rester calme lorsque tout le monde perd le contrôle, traiter avec dignité même ceux qui ne la montrent pas, défendre ses limites sans violence, mais avec fermeté.
Chaque geste construit une réputation qui protège plus que toute exigence. Le véritable respect n'est pas fragile, car il ne dépend pas de l'opinion des autres, il dépend de ta cohérence. Certains peuvent ne pas le reconnaître, d'autres peuvent essayer de l'ignorer, mais le temps révèle toujours la force de la discipline. Ce qui est inspiré reste, ce qui est exigé s'évanouit. Et c'est là l'enseignement stoïcien. Vis de telle manière que ton caractère soit si solide que même tes ennemis ne peuvent pas ne pas l'admettre. Souviens-toi toujours de ceci. Le respect qui compte ne se mendie pas, il s'inspire par la fermeté de ton exemple. Celui qui comprend cette leçon ne perd jamais d'énergie à exiger ce qu'il peut construire avec sa propre vie. Et en le faisant, il démontre la plus grande victoire face au respect, que sa paix, sa dignité et sa force ne dépendent de personne, seulement de la manière dont il choisit de vivre chaque jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le silence est comme une épée dans son fourreau. Il n'a pas besoin d'être dégainé pour imposer le respect, sa seule présence intimide déjà. C'est ainsi que fonctionne aussi la maîtrise de soi. Car celui qui sait se taire et se contenir démontre une force que les autres ne peuvent manipuler. Dans un monde où abondent les voix qui crient pour s'imposer et les personnes qui provoquent pour vous déstabiliser, garder son calme est un acte de rébellion. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un champ de bataille où tu décides quand et comment agir. Les personnes toxiques se nourrissent de tes réactions, de chaque explosion qui leur confirme qu'elles ont du pouvoir sur toi. Ils te lancent des mots comme des flèches en espérant te voir saigner, cherchent à te manipuler, à t'enflammer, à te déraciner de ton centre. Et chaque fois que tu réponds impulsivement, tu tombes dans leur jeu. Mais quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement, quand ton silence devient ton bouclier, alors leur stratégie s'effondre. Le silence bien utilisé ne signifie pas absence, il signifie présence consciente, maturité et maîtrise. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne se mesure pas en combien de batailles externes tu gagnes, mais en combien de batailles internes tu domines. Contrôler ton esprit, diriger tes émotions et protéger ta paix deviennent des actes d'autodétermination. Parce que la vie ne consiste pas à éteindre les feux des autres, mais à allumer ta propre clarté. Le silence est ta stratégie, ta discipline, ton arme invisible. Celui qui ne parvient pas à te provoquer découvre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Et c'est là que naît la véritable liberté, quand tu décides que personne ne touche ton esprit sans ton autorisation. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu découvriras 8 leçons stoïciennes qui transformeront ta façon de faire face à la manipulation et au chaos. 8 principes qui non seulement protégeront ta paix, mais te rendront indomptable, quelqu'un qui a fait du silence et de l'autocontrôle sa véritable force qui est dans l'esprit. Hunter ne réagit pas immédiatement. Un volcan n'explose pas au même instant où la terre tremble, il accumule d'abord la pression, garde son feu et décide ensuite de le libérer. De la même manière, ton esprit devrait fonctionner face à la provocation. Celui qui réagit dans la première seconde donne le contrôle à celui qui le provoque, mais celui qui contient l'impulsion, qui respire et observe, démontre que son feu ne le contrôle pas, mais qu'il contrôle le feu. La première leçon est de comprendre que ne pas répondre immédiatement ne signifie pas faiblesse. Cela signifie que tu as compris que ta force ne dépend pas de crier plus fort, mais de penser plus clairement. Les personnes toxiques cherchent ta réaction rapide, car elles savent qu'à cet instant, tu n'agis pas avec raison, mais avec impulsion. Ils te mettent sous pression, te pointent du doigt, te ridiculisent pour te voir perdre le contrôle. Car chaque parole impulsive que tu lâches est une victoire pour eux. Lorsque tu tombes dans le piège de réagir instantanément, tu ne t'éloignes pas seulement de ton centre, mais tu donnes ton pouvoir à celui qui le mérite le moins.
La stratégie stoïcienne consiste à prolonger ce premier instant, à faire de la pause une habitude qui te protège. En ne répondant pas immédiatement, tu ne te paralyses pas. Tu choisis simplement d'attendre le moment juste pour décider froidement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Pense au gladiateur qui entrait dans l'arène. Celui qui se lançait à l'attaque sans mesurer son adversaire tombait rapidement. En revanche, celui qui observait, qui attendait le premier mouvement de l'ennemi, avait plus de chances de gagner. La vie fonctionne de la même manière. Ne pas répondre immédiatement, c'est donner de l'espace à ton esprit pour lire la situation, pour découvrir si cela vaut vraiment la peine d'agir ou si le silence est suffisant pour désarmer l'autre. Cet espace, cette pause, c'est ta victoire initiale. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les mots qui blessent, mais ce que tu décides de faire avec eux. Si tu permets qu'ils t'entraînent, tu perds. Si tu t'arrêtes, respires et réfléchis, alors tu es maître de toi-même. Il ne s'agit pas de réprimer ton émotion, mais de la canaliser, de lui donner une direction. Parce qu'une émotion contrôlée devient une force, tandis qu'une émotion débordante se transforme en ta faiblesse. Lorsque tu retardes ta réponse, tu te donnes le temps de décider si cela vaut la peine de parler ou si la meilleure arme est le silence. Chaque fois que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, souviens-toi que cette première seconde de tension est ton épreuve. Si tu la surmontes, tu gagnes en liberté. Si tu cèdes, tu restes coincé dans le jeu de l'autre. C'est pourquoi cette leçon est pratique, pas théorique. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, reste tranquille, ne réagis pas immédiatement. Garde ce moment comme s'il était de l'or. Ce petit espace entre le stimulus et ta réponse est où se joue ton destin. C'est là que naît la véritable force stoïcienne, dans la capacité de ne pas être la marionnette de tes impulsions, mais l'architecte de ta propre tranquillité. Maîtriser cet instant ne te rend pas quelqu'un de froid sans émotion. Cela fait de toi quelqu'un qui a appris à les diriger. La patience au milieu du feu est le signe que tu construis un caractère indomptable. Ne pas répondre immédiatement, c'est choisir la liberté sur l'esclavage des impulsions. Et cette décision, répétée jour après jour, transforme ta vie en un terrain où personne d'autre que toi ne décide de ce qui mérite ton énergie et de ce qui mérite ton silence. 2. Protège ton esprit comme un temple. Imagine une forteresse au sommet d'une montagne, entourée de murs que tout le monde ne peut pas franchir. De l'extérieur, les ennemis crient, lancent des pierres, tentent de forcer l'entrée, mais à l'intérieur règne le calme, car celui qui veille sait que tout ne mérite pas une réponse. Ton intérieur devrait être ainsi, un espace qui ne s'ouvre pas à tout le monde, un territoire sacré qui n'autorise l'entrée que de ce qui nourrit et renforce. Ton esprit est ce temple et ton devoir est de le protéger avec fermeté, car si tu le négliges, n'importe qui pourra entrer et le remplir de bruit, de doute ou de poison. Les personnes toxiques cherchent des fissures dans tes murs. Ils le font avec des critiques déguisées en conseils, avec des moqueries présentées comme des blagues, avec des provocations subtiles qui semblent inoffensives. Leur intention n'est pas de t'aider, c'est de s'infiltrer dans ta paix pour transformer ton calme en tempête. Si tu n'établis pas de limites, ils le feront pour toi. Et tu découvriras bientôt que ton intérieur est devenu un champ de bataille. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te nuire si tu ne le permets pas. Le véritable défi est d'apprendre à choisir ce qui entre dans ton temple et ce qui doit rester dehors. Protéger ton esprit ne signifie pas te renfermer dans l'isolement ni couper les liens avec le monde. Cela signifie apprendre à filtrer. Les gens parleront, jugeront et provoqueront, mais leur bruit est impuissant à moins que tu ne leur ouvres la porte. Chaque mot que tu permets d'entrer devient un hôte de ton esprit, et si tu ne choisis pas avec soin, tu finiras par vivre entouré d'intrus qui affaiblissent ta force. Tout comme la tempête ne renverse pas une forteresse aux fondations solides, les critiques et les provocations ne détruisent pas celui qui maintient son intérieur ferme. Le stoïcisme ne propose pas la fuite, il propose le contrôle.
Être maître de soi-même signifie ne pas céder ton calme à la première offense, ne pas donner ton énergie à la manipulation, ni permettre que l'extérieur décide de ton état intérieur. Celui qui protège son esprit sait quand ouvrir les portes et quand les garder fermées. Il ne s'agit pas de construire des murs de froideur, mais de créer des filtres conscients. Demande-toi toujours, cette voix, cette émotion, cette attaque, mérite-t-elle une place dans mon temple? Si la réponse est non, alors tu fermes la porte et tu conserves ta paix intacte. Lorsque tu choisis de protéger ton esprit, tu changes la dynamique du pouvoir. Tu n'es plus la victime de ce que les autres disent ou font, tu deviens le gardien. Tu comprends que personne ne peut pénétrer tes murs sans ton permission. C'est la véritable liberté. Vivre sans dépendre de l'approbation extérieure, sans tomber dans le piège de la provocation, sans permettre que l'étranger dicte ce qui se passe en toi. Ton temple, c'est toi, et ta mission est de le garder propre de ce qui corrompt, ferme face à ce qui tente de le renverser et plein de ce qui nourrit ta clarté. Chaque fois que quelqu'un tente de briser ton calme avec des cris, des moqueries ou des provocations, rappelle-toi la forteresse au sommet de la montagne. Dehors, ils peuvent crier, mais à l'intérieur règne le calme, car celui qui garde les portes a choisi de ne pas céder. C'est ta tâche quotidienne, renforcer tes murs avec discipline, entraîner ton esprit à ne pas se laisser emporter, cultiver la clarté et la détermination. Avec le temps, tu découvriras que ton pouvoir n'a pas besoin de se manifester par des cris ou des coups. Ton véritable pouvoir se manifeste dans le calme silencieux de celui qui sait protéger son temple, le gardien qui décide ce qui entre et ce qui ne rentre pas, le guerrier qui défend sa paix comme son plus grand trésor, le stoïcien qui comprend que se maîtriser soi-même est la plus grande victoire. 3. Utilise le silence comme stratégie. Les échecs ne se gagnent pas avec des cris ou des mouvements désespérés. Ils se gagnent avec patience, avec la froideur de celui qui attend et observe avant d'attaquer. Le silence fonctionne de la même manière. C'est le coup que beaucoup n'attendent pas, la stratégie qui déconcerte celui qui cherche ta réaction. Celui qui maîtrise le silence devient un joueur invisible qui désarme l'adversaire sans avoir besoin de hausser la voix. Dans un monde plein de bruit, où tout le monde se précipite pour répondre et démontrer, garder le silence devient un acte de pouvoir. Les personnes toxiques se nourrissent de la réponse immédiate, de l'émotion qui explose sans filtre, car c'est là qu'elles trouvent le contrôle sur toi. Leur tactique est de provoquer, de te sortir de ton centre et de t'entraîner sur le terrain du conflit. Mais lorsque tu choisis le silence, lorsque tu ne rentres pas dans le jeu, tu leur enlèves leur arme la plus puissante, ta réaction. Ce silence n'est ni vide ni soumission, c'est une présence consciente. C'est l'affirmation que tu n'es pas une marionnette des impulsions d'autrui. Le silence désarme, car il oblige l'autre à se confronter à lui-même, car sans ta réponse, sa stratégie s'effondre. Le stoïcisme enseigne qu'il n'est pas toujours nécessaire de répondre. Chaque attaque ne mérite pas un mot. Chaque provocation ne nécessite pas une défense. Souvent, la meilleure réponse est aucune, car le silence protège ton énergie et expose la faiblesse de l'autre. Garder le silence n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le canaliser avec intelligence. Lorsque tu choisis de te taire, tu ne perds pas ta voix, tu la multiplies, car le silence parle plus fort que 1000 disputes. Pense à un guerrier qui tient son épée, mais ne la bouge pas au premier coup de l'ennemi. Il observe, mesure, attend le moment approprié. Son calme déconcerte, sa quiétude intimide. C'est ainsi que fonctionne le silence. Il n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Sa force réside dans ce qu'il représente. Lorsque tu choisis de te taire, tu démontres le contrôle. Tu démontres que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car ta force parle pour toi. Utiliser le silence comme stratégie ne signifie pas se cacher, ni accepter les abus. Cela signifie avoir la maturité de décider quand parler et quand ne pas le faire. Le silence stratégique est un choix, pas une faiblesse. Il sert à observer, à analyser, à garder ton esprit clair pendant que l'autre se noie dans sa propre agitation.
Lorsque tu choisis de te taire, tu protèges ton esprit du poison des disputes inutiles et tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le silence révèle aussi qui tu es. Celui qui se tait par peur démontre sa fragilité, mais celui qui se tait par maîtrise démontre sa puissance. Cette différence est essentielle. Ton silence n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Lorsque quelqu'un essaie de te manipuler et que tu choisis le silence, tu lui envoies un message clair. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Cette fermeté a plus d'impact que n'importe quel mot, car elle brise le cycle de la provocation. La pratique est simple mais puissante. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, ne réponds pas immédiatement. Respire, garde le silence. Observe comment l'autre s'épuise en cherchant une réaction qui n'arrive pas. Cet instant devient ta victoire, car tu n'es pas tombé dans le piège. Répète cet exercice jusqu'à ce qu'il devienne une habitude, jusqu'à ce que ton silence soit ta première défense. Le silence est une épée invisible. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. Le maîtriser, c'est se maîtriser soi-même. Et c'est la plus grande victoire. Celui qui utilise le silence comme stratégie n'est jamais désarmé, car il a appris que le calme est sa meilleure arme et qu'il n'y a pas de force plus intimidante que celle de celui qui n'a pas besoin de réagir. 4. Garde ta paix comme un trésor. Une malle pleine d'or n'est pas laissée ouverte au milieu de la rue pour que n'importe qui puisse la voler. On la protège, on la cache, et on en prend soin parce que sa valeur est inestimable. Ta paix intérieure est ce trésor, un bien si fragile et en même temps si puissant qu'il peut faire la différence entre vivre en paix ou vivre enchaîné au chaos des autres. L'erreur de beaucoup est de la donner sans s'en rendre compte, de donner cet or à ceux qui ne cherchent qu'à le voler pour se sentir plus fort. Mais celui qui comprend sa valeur la garde avec discipline et ne permet à rien ni à personne de la voler. Les personnes toxiques visent toujours ta paix, car elles savent que si elles parviennent à la perturber, elles parviennent aussi à te contrôler. Elles utilisent des critiques, des provocations, des silences blessants ou des commentaires déguisés en plaisanterie pour te sortir de ton centre. Elles le font parce qu'elles pressentent que lorsque tu perds ton calme, tu donnes ton trésor et tu deviens vulnérable. À ce stade, tu n'agis plus avec clarté, mais avec colère ou peur, et c'est là qu'elles te manipulent. Garder ta paix ne signifie pas ignorer ce qui se passe, cela signifie ne pas donner ce qui te soutient. Celui qui parvient à garder son calme au milieu de la tempête démontre une force qu'aucune attaque ne peut briser. Le stoïcisme enseigne que ta paix dépend de toi, pas de ce que font ou disent les autres. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de la capacité à vivre selon sa propre nature, pas à plaire aux autres. Cela signifie que ton trésor n'est pas à l'extérieur, il est dans la façon dont tu choisis de gérer l'intérieur. Garder ta paix nécessite de comprendre que tous les conflits ne méritent pas ton énergie, que toutes les batailles ne doivent pas être combattues, et que parfois la plus grande victoire est de ne pas te laisser entraîner dans la boue. Celui qui garde sa paix apprend aussi à dire non. Non aux conversations vides qui ne font que t'épuiser, non aux personnes qui essaient de manipuler, non aux situations qui cherchent à voler de l'énergie sans rien apporter. Ce non est un acte de soin de soi, pas un acte d'égoïsme. Tout comme personne ne laisse un trésor être volé sous ses yeux, tu ne devrais pas non plus permettre qu'on te vole ton calme. Lorsque tu établis des limites claires, tu envoies un message fort. Ma paix n'est pas à vendre, mon calme n'est pas une monnaie d'échange. Imagine-toi marchant avec cette malle dans les mains. Chaque provocation, chaque attaque ou commentaire blessant est une tentative d'ouvrir la malle et de voler son contenu. Si tu la donnes au premier voleur, tu te retrouveras vide. Mais si tu la tiens fermement, si tu choisis de la protéger et de la garder fermée, personne ne pourra te voler ce qui te donne vraiment de la force. C'est la différence entre celui qui vit dominé par les autres et celui qui vit maître de lui-même. La pratique pour garder ta paix est constante. Cela signifie te regarder au milieu des conflits, reconnaître ce qui te perturbe et décider consciemment comment réagir.
Cela signifie aussi lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, car dépenser de l'énergie sur ce qui est incontrôlable, c'est comme jeter ton trésor à la mer. Chaque jour, tu auras l'opportunité de choisir. Donner ta paix à celui qui te provoque ou la garder comme le trésor qu'elle est. Avec le temps, cette habitude devient ta plus grande richesse. Tu découvres qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que de te lever sans charges inutiles, de marcher avec sérénité et de dormir sans l'inquiétude d'avoir laissé les autres diriger ta vie. Ta paix est ton trésor, et la protéger est l'acte le plus radical de liberté. Celui qui la garde avec discipline devient quelqu'un d'indomptable, quelqu'un qui brille non pas parce qu'il crie plus fort, mais par le calme inébranlable de savoir que ce qui est le plus précieux est déjà à l'intérieur et que personne n'a le droit de le voler. 5. Choisissez comment réagir. L'étincelle qui allume le feu peut aussi éclairer le chemin. Tout dépend de la façon dont elle est utilisée. Il en va de même pour vos réactions. Ce qui vous arrive peut se transformer en un feu destructeur ou en une lumière qui vous renforce. Vous ne choisissez pas ce que les autres font ou disent, mais vous avez le contrôle de ce que vous renvoyez. Cette capacité est ce qui sépare ceux qui se laissent emporter par leurs émotions de ceux qui se gouvernent avec clarté. Les personnes toxiques comptent sur votre réaction automatique. Elles attaquent, critiquent ou ridiculisent, espérant que vous répondrez avec colère, anxiété ou désespoir. Leur force se nourrit de votre impulsion, car lorsque vous répondez sans réfléchir, vous leur donnez le contrôle. Cependant, lorsque vous décidez comment réagir, vous brisez la chaîne qu'ils tentent d'imposer. Vous cessez d'être une proie facile et vous devenez quelqu'un qui choisit son champ de bataille. Ce changement déconcerte, car il démontre que votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous décidez de renvoyer. Le stoïcisme enseigne qu'entre chaque stimulus et votre réaction, il y a un espace. Cet espace est le véritable test de maîtrise, car c'est là que vous décidez si vous agissez en esclave de vos émotions ou en maître de vous-même. La colère peut apparaître, la tristesse peut surgir, même la peur peut frapper à votre porte, mais aucun d'eux n'est obligé de dicter votre réponse. Vous décidez si vous permettez à ces émotions de gouverner ou si vous les utilisez avec sagesse pour rester ferme. Visualisez-vous face à une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, ni contrôler le vent, mais vous choisissez comment marcher sous eux. Vous pouvez vous désespérer et dépenser de l'énergie inutilement ou avancer calmement, acceptant l'inévitable et protégeant votre direction. Vos réponses fonctionnent de la même manière. Vous ne pouvez pas éviter les attaques, mais vous pouvez toujours décider de réagir avec chaos ou avec clarté. Et cette décision fait la différence entre être dominé par l'environnement ou se dominer soi-même. Choisir comment réagir ne signifie pas faiblesse ou passivité. Cela signifie comprendre que toutes les batailles ne méritent pas votre voix et que parfois la meilleure réponse est le calme. Garder le silence peut être plus fort que de crier, et un mot mesuré peut peser plus qu'un discours entier. La véritable force se reconnaît dans la capacité de décider avec sérénité au milieu de la provocation. Celui qui répond avec clarté envoie un message fort. Ma paix ne dépend pas de tes attaques, elle dépend de ce que je décide de faire. Mettre cela en pratique nécessite de la discipline. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous déstabiliser, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Quelle réponse me rapproche le plus de la personne que je veux être? Cette pause, brève mais puissante, brise la chaîne de l'impulsion. Vous pouvez décider de garder le silence, de donner une réponse ferme ou simplement de vous retirer. L'important est que la décision soit la vôtre et non celle de l'autre. Chaque choix conscient est un entraînement pour renforcer votre caractère. Avec le temps, cette pratique transforme votre vie. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de réagir pour démontrer votre pouvoir, car votre plus grand pouvoir est la capacité de choisir. Les gens peuvent vous provoquer, mais ils ne peuvent pas vous gouverner si vous décidez de garder le contrôle. Cette liberté fait de vous quelqu'un d'indomptable, une personne qui ne donne plus son énergie à ce qui est étranger. La maîtrise de la réponse
et la maîtrise de la vie. Celui qui réussit à décider comment agir plutôt que de se laisser entraîner trouve une force que rien d'extérieur ne peut briser. C'est là le pouvoir du stoïcisme. Vous rappelez que vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous contrôlez toujours ce que vous en faites. 6. Ne prenez pas les attaques personnellement. L'écho dans une grotte répète n'importe quel son qu'il reçoit. Si quelqu'un crie des insultes, l'écho ne se sent pas offensé. Il ne fait que renvoyer ce qu'il a entendu. C'est ainsi que vous devriez affronter les attaques des autres, comprendre qu'ils ne parlent pas de vous, ils parlent de ce qu'ils portent en eux. Lorsque vous vous offusquez immédiatement, vous tombez dans le piège de croire que ces mots ont un poids réel sur votre valeur. Mais lorsque vous comprenez que les attaques sont le reflet de l'autre et non pas une définition de vous, alors vous récupérez le pouvoir qu'ils essayaient de vous arracher. Les personnes toxiques cherchent à projeter leur poison sur les autres. Ils attaquent parce qu'en eux, il y a un vide, de la frustration ou de l'insécurité. Chaque mot qu'ils lancent est un miroir de leur monde intérieur. Si vous tombez dans l'illusion de croire que leurs insultes sont des vérités, vous finissez par porter un poids qui ne vous appartient pas. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne peut pas nuire à votre esprit à moins que vous ne lui donniez la permission. Le problème n'est pas ce qu'ils disent, mais ce que vous décidez de faire avec ce qu'ils disent. Ne pas prendre les attaques personnellement signifie séparer le bruit extérieur de votre essence. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, et rien de ce qui sort de la bouche d'un autre ne peut le changer. Si quelqu'un vous traite de faible, cela ne vous rend pas faible. Si quelqu'un se moque de vous, cela ne diminue pas votre dignité. L'insulte perd de son pouvoir lorsque vous comprenez qu'elle est le reflet de l'esprit qui la prononce et non de votre réalité. Celui qui réagit avec fureur montre qu'il a remis son identité à l'opinion des autres. Mais celui qui reste serein montre qu'il vit à partir d'une vérité plus profonde. Imaginez marcher avec un bouclier brillant. Chaque flèche lancée rebondit dessus et tombe au sol sans faire de mal. Ce bouclier est votre clarté intérieure. Lorsque vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, chaque attaque perd de son tranchant. Cela ne signifie pas que vous n'écoutez pas. Cela signifie que vous choisissez de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. L'insulte que vous n'acceptez pas revient à celui qui l'a lancée. La moquerie que vous ne prenez pas personnellement devient du bruit perdu dans l'air. Le stoïcisme ne propose pas une indifférence vide, il propose une force consciente. Ce n'est pas ignorer ce qui se passe, c'est le reconnaître et ensuite décider ce qui mérite votre énergie. Si chaque mot offensant vous blesse, vous serez l'esclave du jugement des autres. Mais si vous apprenez à voir au-delà, vous découvrez que ce qu'ils disent de vous en dit plus sur eux que sur vous. L'esprit qui attaque sans raison est un esprit blessé, et le comprendre vous libère. Vous n'avez pas besoin de riposter, parce que vous savez que leur attaque vient d'une douleur qui n'est pas la vôtre. La pratique est simple, mais puissante. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte ou vous critique sans raison, demandez-vous, cela parle-t-il de moi ou d'eux? Si vous voyez qu'il n'y a pas de vérité, alors il n'y a pas de raison de le porter. Cet instant de clarté est votre victoire. Ne pas répondre avec colère ne signifie pas lâcheté, cela signifie maîtrise. Celui qui se contrôle lui-même montre plus de force que celui qui frappe sans réfléchir. Avec le temps, vous apprenez que rien d'extérieur ne peut vous définir. Votre valeur n'est pas dans les mots des autres, elle est dans votre caractère, dans vos actions, et dans le calme avec lequel vous affrontez la provocation. Ne pas prendre les attaques personnellement, c'est lâcher le fardeau des autres et ne garder que ce qui vous appartient. C'est comprendre que les flèches lancées par les autres ne traversent pas votre esprit à moins que vous ne leur ouvriez la porte. C'est la véritable victoire stoïcienne. Marcher parmi les insultes et les critiques avec la tranquillité de celui qui sait qu'aucun mot ne peut toucher ce que vous êtes vraiment. Parce que l'opinion des autres change comme le vent, mais votre essence reste. Et celui qui apprend à ne pas prendre les attaques personnellement devient quelqu'un d'impossible. 7. Fais de ton présent ta force.
Le sable d'un sablier ne s'arrête pas, il coule sans demander la permission. Le passé est déjà tombé au fond. Le futur n'existe pas encore, et tout ce que tu as entre tes mains est le grain qui descend en ce moment même. C'est ainsi que fonctionne la vie. Elle t'échappe lorsque tu t'accroches à ce qui n'est plus, ou lorsque tu es obsédé par ce qui n'est pas encore arrivé. Le présent est le seul terrain réel, et si tu n'en fais pas ta force, tu seras l'esclave de souvenirs douloureux ou de peurs paralysantes. Les personnes toxiques ont tendance à profiter de ton manque d'attention au présent. Elles te manipulent en te rappelant tes erreurs passées ou en semant des doutes sur ce qui va arriver. Si tu leur donnes ton esprit, elles te piègent sur un terrain où tu ne peux pas agir. Mais lorsque tu décides de te concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, tu désarmes leur stratégie. Personne ne peut manipuler celui qui vit pleinement conscient de l'instant, car sa force ne dépend ni de ce qui s'est passé, ni de ce qui pourrait arriver, mais de ce qu'il décide en ce moment. Le stoïcisme enseigne que la vie se vit instant par instant. Marc Aurèle le répétait, nous ne vivons ni le passé ni le futur, seulement le présent. Cela signifie que ton pouvoir ne réside pas dans le regret de ce que tu ne peux plus changer, ni dans la souffrance de ce qui n'est pas encore arrivé. Il est dans l'utilisation de ce moment comme ton bouclier et ton épée. Chaque respiration consciente, chaque pensée contrôlée, chaque décision prise calmement est une brique avec laquelle tu construis une forteresse indestructible au milieu du chaos. Faire de ton présent ta force ne signifie pas ignorer l'avenir ou nier ce qui s'est passé. Cela signifie ne pas vivre enchaîné à cela. Le passé peut t'enseigner, mais il ne peut pas te gouverner. L'avenir peut te motiver, mais il ne peut pas te dominer. Le présent est le seul endroit où tu peux agir, et cette action consciente est ce qui définit ton destin. Lorsque tu t'entraînes à vivre ici, tu réduis l'influence des provocations externes, car rien ne peut te sortir de ton centre si ton esprit est ancré dans cet instant. La pratique requiert de la discipline. Observe ta respiration, sens ton corps, écoute ce qui se passe autour de toi. Chaque fois que ton esprit veut courir vers des souvenirs ou des préoccupations, ramène-le au présent. Fais-le au milieu des conversations, des conflits, des provocations. Tu découvriras que lorsque tu restes dans le présent, les attaques des autres perdent de leur force parce qu'elles ne parviennent pas à t'entraîner vers ce qui est déjà passé ou vers ce que tu crains qui arrive. Fais de ton présent ta force et tu verras comment ta vie change. Tu seras plus serein, plus clair et plus difficile à manipuler. Parce que celui qui vit dans le présent ne se perd pas dans des batailles invisibles. Il ne se bat que celles qui ont du sens et répond depuis le calme du réel. Le présent est ton bouclier, ton arme et ton refuge. Apprendre à vivre en lui est le plus grand acte de liberté que tu peux pratiquer. 8. Célèbre chaque réaction que vous contrôlez. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve plus de bois. Aussi intense qu'il puisse paraître, sans combustible, il finit par s'éteindre. Il en va de même pour les conflits. Si vous ne leur donnez pas votre réaction, ils meurent par manque de nourriture. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre avec colère ou de ne pas vous laisser entraîner par la provocation, vous éteignez un incendie avant qu'il ne consume votre paix. Et cet acte silencieux, bien qu'il puisse paraître petit, mérite d'être célébré car il reflète une maîtrise que peu atteignent. Les personnes toxiques cherchent constamment votre réaction. Ils se nourrissent de votre colère, de votre anxiété, de votre besoin de prouver quelque chose. Ils lancent des provocations comme on lance des étincelles dans une forêt sèche en espérant qu'elle brûle. Mais lorsque vous choisissez de ne pas réagir, lorsque vous décidez que votre énergie vaut plus qu'une confrontation vide, ces étincelles tombent sur la pierre et s'éteignent sans pouvoir. Ce qui semble être une simple non-réponse est en réalité une victoire, car elle montre que votre esprit a gagné la bataille interne. Le stoïcisme enseigne que la grandeur ne réside pas dans le fait de répondre à tout, mais dans le fait de savoir ce qui mérite une réponse et ce qui mérite le silence. Chaque non-réaction est un entraînement. Chaque moment où vous vous retenez et choisissez l'autocontrôle, vous renforcez le muscle de la discipline intérieure.
Et comme tout muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous sortir de votre centre, souvenez-vous que vous retenir n'est pas perdre, c'est gagner du pouvoir sur vous-même. Célébrer la non-réaction ne signifie pas devenir passif ou tolérer les abus. Cela signifie reconnaître que votre valeur ne dépend pas de vous abaisser au niveau de l'autre. Lorsque quelqu'un vous provoque et que vous choisissez de rester calme, non seulement vous vous protégez, mais vous envoyez également un message clair. Vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Ce moment devrait vous rendre fier, car vous avez réussi ce que beaucoup ne parviennent pas à faire, dompter l'impulsion immédiate et privilégier votre paix. Imaginez un guerrier qui, au milieu du combat, décide de ne pas lever l'épée face à une provocation inutile. Sa force ne se mesure pas au nombre de coups qu'il donne, mais au nombre de coups qu'il évite de donner inutilement. Il en va de même pour votre esprit lorsque vous célébrez chaque non-réaction. Il ne s'agit pas de lâcheté, il s'agit de stratégie. Vous économisez de l'énergie, vous protégez votre clarté et vous gardez le contrôle total de la situation. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la démonstration bruyante, mais dans la démonstration de maîtrise. La pratique nécessite de l'attention. Chaque fois que vous faites face à une provocation et que vous parvenez à rester calme, reconnaissez l'effort. Dites-vous, aujourd'hui, j'ai choisi ma paix plutôt que le chaos. Cette affirmation renforce votre discipline et vous rappelle que votre force grandit en silence. Peu à peu, ces victoires invisibles s'accumulent et deviennent la base d'une vie plus libre. Car celui qui célèbre ses non-réactions apprend à valoriser le contrôle plutôt que le déchargement momentané d'émotions. Le monde est plein de gens qui répondent sans réfléchir, qui se laissent emporter par chaque mot et perdent le contrôle en quelques secondes. Distinguez-vous en étant celui qui célèbre quand il parvient à se retenir, celui qui sourit en réalisant qu'il n'est plus l'esclave de la provocation. C'est une raison de fierté, car c'est le signe d'une véritable croissance. Chaque non-réaction est une graine de liberté. Avec chacune, vous construisez un terrain où personne ne peut vous manipuler, où votre paix reste intacte et votre esprit ferme. Célébrez ces victoires silencieuses, car ce sont elles qui font de vous quelqu'un d'indomptable. Celui qui apprend à se réjouir de son autocontrôle devient maître de lui-même, et c'est la plus grande célébration qu'un stoïcien puisse avoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le visage peut se remplir de rides, mais l'esprit ne vieillit que lorsque tu décides d'abandonner. La jeunesse ne s'oxyde pas sur la peau, elle s'oxyde dans l'esprit de ceux qui vivent en portant des culpabilités, du stress et du conformisme. Le corps ne s'éteint pas avec les années, il s'éteint par manque de passion, par excès de bruit intérieur et par les batailles que tu n'oses jamais affronter. C'est la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne te flétris pas parce que le calendrier avance, tu te flétris parce que tu as choisi de laisser la vie te passer dessus. Le monde insiste pour vendre des formules magiques, des crèmes miraculeuses et des chirurgies qui promettent d'arrêter le temps. Mais le temps ne s'arrête pas. Ce que tu peux arrêter, c'est la manière dont tu le laisses te détruire. La jeunesse n'est pas dans le fait de cacher les rides, elle est dans le calme d'un esprit ferme, dans la force d'un corps qui bouge, dans la discipline d'un esprit qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Celui qui apprend à contrôler ses émotions, à prendre soin de son environnement, à se reposer avec un but, à lâcher les rancunes, à bouger le corps constamment et à se parler avec respect, celui-là ne vieillit pas, il se renforce. Et c'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils pensent que vieillir est inévitable, alors qu'en réalité, ce qui vieillit ne sont pas les années, mais les habitudes qui t'asservissent. Ce n'est pas un message de consolation, ni un discours d'espoir vide. C'est un rappel cru et réaliste. Ta vitalité dépend de toi.
Maintenir la jeunesse n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, c'est un choix quotidien qui nécessite du courage, de la discipline et de la vérité. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas un ornement pour te sentir mieux, c'est un coup direct à la conscience. Ta jeunesse n'est pas dans ta peau, elle est dans la façon dont tu choisis de vivre. 1. Le stress te vieillit, le calme te rajeunit. Une rivière qui ne se repose jamais finit par déborder et détruire tout ce qu'elle touche. C'est ainsi que fonctionne le stress dans le corps. Il ronge en silence, use les nerfs, affaiblit le cœur et éteint le regard. L'erreur est de penser que c'est une partie inévitable de la vie moderne, comme si le porter était un prix que tout le monde doit payer. Mais le stress n'est pas neutre, il s'infiltre dans la peau, dans la posture, dans la voix, dans l'énergie. Chaque souci inutile devient une ride, chaque charge émotionnelle un poids qui rétrécit, chaque réaction impulsive une fissure de plus qui érode la vitalité. Les stoïciens comprenaient bien cette bataille. Bien qu'ils n'utilisaient pas le mot stress, ils le reconnaissaient sous la forme de passions incontrôlées, de peurs paralysantes, de soucis pour ce qui ne dépend pas de nous. Épictète répétait que la liberté commence par distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Celui qui se concentre sur ce qu'il peut gérer vit avec sérénité, tandis que celui qui gaspille de l'énergie sur ce qui n'est pas entre ses mains se flétrit prématurément. Le stress est un ennemi invisible qui se nourrit de pensées. Il suffit de répéter encore et encore ce qui dérange, ce qui fait peur, ou ce qui ne peut pas être résolu pour que l'énergie commence à se dissiper. La science le confirme, des niveaux élevés de cortisol détériorent les cellules, affaiblissent le système immunitaire et accélèrent le vieillissement. Ce n'est pas une métaphore quand on dit que le stress tue lentement, c'est un fait. Chaque fois que tu te laisses emporter par la tempête mentale, tu donnes des années de vie à un ennemi qui n'est jamais rassasié. Le calme, en revanche, est un bouclier. Ce n'est pas de la passivité ni de la résignation, c'est du pouvoir réel. Quand tu choisis de respirer au lieu d'exploser, d'attendre au lieu de désespérer, de lâcher au lieu de retenir l'impossible, le corps répond. Les muscles se détendent, le cœur bat à un rythme régulier, la peau reflète l'oxygène et la fraîcheur. Le calme est un rajeunisseur naturel qui ne s'achète pas ni ne s'injecte, il se travaille. Chaque fois que tu choisis le silence face à la provocation, chaque fois que tu te concentres sur le présent, au lieu de te perdre dans des futurs imaginés, tu renforces la vitalité. L'erreur de beaucoup est de croire que le calme signifie faiblesse. En réalité, le calme est maîtrise. N'importe qui peut perdre le contrôle, n'importe qui peut crier ou se laisser emporter par la panique. Même le plus faible peut le faire. Mais celui qui parvient à la sérénité au milieu du chaos démontre une véritable force. Et cette force se traduit par la jeunesse. Le regard de quelqu'un au calme est différent. Il ne transmet pas la fatigue, il transmet la clarté. La voix ne tremble pas d'anxiété, elle communique la fermeté. Le corps ne se recroqueville pas sous la tension, il reste droit naturellement. Vivre avec calme n'est pas un cadeau qui apparaît de nulle part, c'est une décision quotidienne. Soit tu permets au monde de t'empoisonner avec des tensions, soit tu construis en toi un espace où rien d'extérieur n'a de pouvoir absolu. C'est ce que pratiquaient les stoïciens, le calme comme discipline, comme entraînement quotidien. Et c'est dans cet entraînement que réside la clé pour rajeunir, peu importe l'âge. Chaque jour où tu choisis la sérénité, tu éteins le feu interne du stress qui flétrit. Chaque jour où tu décides de répondre avec conscience au lieu de réagir automatiquement, tu allumes une étincelle qui rajeunit l'esprit et renforce le corps. C'est la dure vérité. La jeunesse n'est pas dans la peau, elle est dans le calme que tu choisis de cultiver. Parce que le stress te flétrit, mais la sérénité, exercée comme une vertu quotidienne, te redonne la force et l'éclat qu'aucune chirurgie. 2. Ton environnement peut t'éteindre ou te donner la vie. L'air pur donne de la force, l'air pollué rend malade. Il en va de même pour l'environnement. Ce que tu respires au quotidien n'entre pas toujours par les poumons. Tu l'absorbes aussi
avec l'esprit et le cœur. Tu n'as pas besoin de regarder trop loin pour remarquer comment certains lieux et personnes éteignent l'enthousiasme, tandis que d'autres l'allument et le multiplient. La vitalité ne s'effondre pas d'un coup. Elle se draine lentement lorsque tu acceptes de vivre entouré de tensions, de paroles vides, de gens qui entravent plutôt que de stimuler. L'environnement n'est pas un simple décor, il fait partie de ce qui façonne ton énergie et détermine si tu fleuris ou si tu te flétris avant l'heure. La jeunesse ne dépend pas seulement de ce que tu manges ou de combien tu fais de l'exercice, elle se construit aussi avec les environnements dans lesquels tu choisis de rester. Être près de ceux qui critiquent constamment, de ceux qui vivent dans la plainte et transmettent le découragement, c'est permettre à ton esprit de respirer de l'air empoisonné. Tôt ou tard, ce poison se reflète dans la posture, dans la voix, dans l'éclat du regard. Le corps accuse le poids de l'extérieur et l'âme devient plus vieille que les années qu'elle porte réellement. Les stoïciens connaissaient l'importance de choisir avec soin les influences externes. Sénèque prévenait que la compagnie façonne le caractère et que si tu passes trop de temps avec ceux qui ne cherchent pas la vertu, tu finiras par être contaminé par leurs défauts. Ce n'est pas une exagération, ni un élitisme, c'est une simple réalité. Personne ne reste immunisé contre l'environnement qu'il respire. Tout comme un jardin ne peut pas pousser au milieu des déchets, ta vitalité ne peut pas se maintenir au milieu de conversations vides, d'environnements toxiques ou de relations qui drainent plus qu'elles n'offrent. L'environnement peut agir comme une étincelle ou comme un extincteur. Il suffit d'observer la différence. Après avoir parlé avec quelqu'un qui vit avec passion et énergie, tu ressors revigoré, avec l'envie de bouger, de créer, de vivre. En revanche, après avoir partagé du temps avec quelqu'un qui ne fait que se plaindre, qui critique sans proposer, qui transmet le pessimisme, l'énergie chute, le corps pèse et même les pensées se brouillent. Cette différence montre que l'environnement n'est jamais neutre. Il te donne la vie ou il te vole ta vitalité. La vérité inconfortable est que si tu ne choisis pas ton environnement te choisit. Et la jeunesse, comprise comme énergie et fraîcheur intérieure, ne se maintient pas dans des lieux qui intoxiquent. Tu as besoin du courage de poser des limites, de couper les liens avec ceux qui ne font que soustraire, de sortir des espaces qui te consument en silence. La vitalité se défend aussi par des décisions drastiques. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes habitudes internes si l'extérieur est empoisonné. Même ce que tu consommes comme information fait partie de ton environnement. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois tous les jours nourrit ou intoxique l'esprit. Ce n'est pas un hasard si le calme et la clarté se flétrissent lorsque tu es entouré de bruit constant. Ton esprit respire aussi, et il le fait à travers les stimuli que tu choisis d'accepter. Rester jeune signifie prendre soin de l'air dans lequel tu vis. Tu ne peux pas rajeunir si tu restes dans des lieux qui étouffent ton énergie, ni si tu acceptes des compagnies qui t'éteignent petit à petit. Le véritable secret est de choisir consciemment qui entre dans ta vie, quels environnements tu permets et quelle voix tu décides d'écouter. Parce qu'au final, la vitalité est comme le feu, elle a besoin d'oxygène. Et si ton environnement ne le fournit pas, la seule chose qu'il fera sera d'éteindre ta lumière. 3. Le repos profond est la véritable source de vitalité. La machine la plus puissante du monde se détruit lorsqu'elle ne s'éteint jamais. Il en va de même pour le corps et l'esprit. Sans véritable repos, ils commencent à se briser de l'intérieur, même s'ils continuent à fonctionner en apparence. L'erreur de beaucoup est de confondre dormir avec se reposer. Passer des heures au lit ne signifie pas que l'esprit a été renouvelé. La véritable jeunesse repose sur ce sommeil profond qui nettoie, répare et redonne de la force à l'organisme. Sans lui, aucun régime, aucun exercice, aucun supplément ne peut vous sauver de l'usure silencieuse qui vieillit prématurément. Le repos n'est pas un luxe, c'est un pilier biologique et spirituel. Le cerveau se régénère pendant le sommeil, élimine les toxines, consolide la mémoire et régule les émotions. Lorsque vous dormez mal, vous n'êtes pas seulement fatigué,
Vous êtes plus irritable, plus vulnérable et plus faible. Le corps reflète ce manque, la peau perd de son éclat. Les muscles ne se rétablissent pas, le système immunitaire baisse sa défense. C'est comme prétendre courir un marathon avec le réservoir vide. Vous pouvez tromper les autres avec de l'énergie artificielle pendant un certain temps, mais la facture arrive et le prix est toujours élevé. Les stoïciens ne parlaient pas de cycle de sommeil comme le fait la science moderne, mais ils comprenaient l'importance de l'équilibre. Marc Aurèle écrivait sur le fait de se lever avec un but, comprenant que le repos avait un but, restaurer la force pour servir ce qui compte vraiment. Cette mentalité montre que dormir n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans la renaissance du corps et de l'esprit. Chaque nuit où vous décidez d'éteindre les distractions, de vous déconnecter du bruit et de vous abandonner à un sommeil profond, vous rajeunissez plus que ce que n'importe quel cosmétique pourrait promettre. Le problème actuel est l'obsession de la productivité. Beaucoup se vantent de dormir peu, comme si c'était un signe de succès. Ce qu'ils démontrent en réalité, c'est de la négligence. L'excès d'activité vole la vie parce qu'il empêche le corps de se réparer. Ne pas bien se reposer est un acte de violence contre soi-même. Un esprit qui ne trouve jamais de pause s'épuise, et avec lui s'éteint l'éclat qui donne la jeunesse. Le repos profond n'est pas seulement fermer les yeux, c'est aussi le calme mental préalable. Dormir avec des pensées chargées de rancœur, d'anxiété ou de soucis, c'est comme essayer de guérir au milieu d'une tempête. Vous devez apprendre à lâcher prise avant de dormir, à laisser la journée se terminer dans votre esprit pour que le corps puisse récupérer ce qui a été perdu. Cette pratique stoïcienne de revoir la journée, de pardonner ce qui est nécessaire et de lâcher ce qui ne dépend pas de vous, est un remède pour l'âme et pour le corps. La vitalité se construit pendant les heures silencieuses de la nuit. Chaque sommeil profond est une renaissance invisible qui renforce votre énergie, rajeunit votre visage et renouvelle votre esprit. Si vous voulez rester jeune au-delà de l'âge, protégez votre repos comme vous protégez votre vie, car c'est en réalité ce que vous faites. 4. Lâcher les rancunes allège l'âme et rafraîchit le visage. Porter des rancunes ressemble à remplir un sac à dos de pierre et à le porter tous les jours, sans repos. Au début, tu penses que tu peux le supporter, que le poids n'est pas si lourd, que tu t'y habitueras avec le temps. Mais à chaque pas, les épaules se voûtent, le dos s'use et l'énergie diminue. C'est ainsi que fonctionne le ressentiment. Un fardeau silencieux qui consomme la vitalité, qui vole la fraîcheur et qui vieillit plus vite que les années. Le plus cruel est que pendant que tu le tiens, tu crois qu'il te protège, alors qu'en réalité, il te détruit de l'intérieur. La rancune est un poison lent. On ne le voit pas, mais on le ressent dans la tension constante du corps, dans la mâchoire serrée, dans la respiration lourde, dans le regard dur qui semble toujours en alerte. Chaque souvenir amer que tu choisis de nourrir devient une ride. Chaque pensée de vengeance laisse une ombre sur le visage. La jeunesse ne se perd pas seulement avec le passage du temps. Elle se perd aussi en gardant des blessures ouvertes que tu ne laisses jamais cicatriser. Il n'existe pas de chirurgie ni de cosmétique capable d'effacer la trace d'une âme durcie par l'amertume. Les stoïciens le savaient bien. Épictète enseignait que ce qui nous blesse ne sont pas les faits, mais la façon dont nous les interprétons. S'accrocher à la douleur d'hier, c'est comme la revivre encore et encore, en donnant ton présent à un fantôme du passé. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, ni exonérer l'autre de sa responsabilité. Cela signifie se libérer, lâcher la chaîne que tu tiens toi-même. Celui qui refuse de pardonner n'enferme pas l'autre, il s'enferme lui-même. Celui qui lâche, en revanche, récupère de l'espace intérieur, gagne en légèreté et retrouve sa fraîcheur. La rancune vieillit parce qu'elle vole la joie. Une personne rancunière peut être entourée de bons moments, mais elle ne les apprécie jamais pleinement. Son attention est fixée sur ce qu'elle a perdu, sur ce qu'elle a souffert, sur ce qui n'a pas été résolu. Cette fixation draine l'énergie, transforme chaque jour en une répétition du passé. L'âme se durcit, et avec elle, le corps.
En revanche, celui qui lâche retrouve la capacité d'émerveillement, de joie authentique. On le voit dans le regard plus ouvert, dans le sourire plus spontané, dans le visage plus serein. Ce changement ne s'obtient pas avec des masques externes, il naît de l'intérieur. Le pardon donc est un acte d'auto-soin. On ne le fait pas pour l'autre personne, on le fait pour soi-même. C'est dire au corps et à l'âme, je ne vais plus porter ce qui est déjà passé. Quelqu'un qui se libère des rancunes ne rajeunit pas seulement en esprit, mais aussi en apparence. La fraîcheur qu'il transmet est réelle, car il ne traîne plus de chaînes invisibles. Il se déplace plus légèrement, respire plus calmement, transmet la paix au lieu de la tension. La science soutient ce que l'ancienne sagesse pressentait. Des recherches démontrent que les personnes qui pratiquent le pardon réduisent leur pression artérielle, renforcent leur système immunitaire et dorment mieux. Le repos profond revient parce que l'esprit ne reste plus coincé dans des discussions imaginaires en fermant les yeux. Le corps en est reconnaissant. La peau semble plus saine, le cœur bat avec plus de stabilité. L'énergie circule avec plus de force. C'est une preuve claire que lâcher les ressentiments n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi une médecine physique. La vérité agressive est celle-ci. Si tu refuses de pardonner, tu vieillis avant l'heure. Non pas parce que la vie t'a frappé, mais parce que tu continues à répéter ce coup dans ton esprit. Personne ne peut rester jeune en portant de la haine. Mais celui qui a le courage de lâcher rajeunit immédiatement, parce qu'il libère l'âme et laisse le corps s'exprimer sans chaîne. Lâcher les rancunes est une décision que l'on prend tous les jours. Ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus lui donner de pouvoir. 5. Le corps immobile se fane, le corps actif fleurit, l'eau stagnante finit par pourrir, accumulant de la saleté jusqu'à perdre toute sa fraîcheur. Le corps humain fonctionne de la même manière. S'il reste immobile, il se fane, perd de sa vigueur, s'éteint lentement. La vitalité ne se conserve pas dans un repos perpétuel, elle se conserve dans le mouvement. Chaque muscle, chaque articulation, chaque organe a besoin d'activité pour rester en vie. L'erreur est de penser que la sédentarité est du repos, alors qu'en réalité, c'est un déclin déguisé. Un corps immobile vieillit prématurément, non pas à cause des années qu'il porte, mais à cause du manque d'action qui l'oxygène. La jeunesse n'est pas dans l'absence de rides, elle est dans la façon dont le corps répond à l'effort. Une démarche ferme, une posture droite, une respiration profonde reflètent plus de vitalité que n'importe quel traitement esthétique. Le mouvement est le langage de la vie. Celui qui marche avec énergie démontre une fraîcheur intérieure, tandis que celui qui reste coincé dans l'inertie transmet de la fatigue, même s'il est encore jeune. La différence entre fleurir et se faner réside dans la façon dont tu choisis de bouger ton corps chaque jour. Les stoïciens comprenaient la valeur de la discipline physique. Marc Aurèle se souvenait que l'esprit a besoin d'un corps fort pour se soutenir et que prendre soin de son corps est un devoir, pas un luxe. Il ne s'agit pas de culte de l'apparence, mais de respect de la machine qui soutient ton esprit. La sédentarité affaiblit la volonté, car elle enseigne à se rendre au moindre effort. En revanche, l'activité constante renforce à la fois le corps et le caractère. Se lever pour s'entraîner même sans envie est un acte de maîtrise qui rajeunit plus que n'importe quelle routine superficielle. La science le confirme, l'inactivité détériore les os, les muscles et le cœur. Elle augmente le risque de maladie et accélère le vieillissement cellulaire. D'un autre côté, le mouvement régulier active la circulation, oxygène le sang, stimule l'esprit et prolonge la vie. Il n'est pas exagéré de dire que l'exercice est une source de jeunesse. Chaque goutte de sueur est un rappel que le corps est vivant, qu'il peut se renouveler grâce à l'effort. Le problème de beaucoup est qu'ils confondent confort et bien-être. Passer des heures assis devant un écran, ne bouger que le strict nécessaire pour survivre, peut sembler normal dans la routine moderne. Mais c'est un suicide lent. Le corps immobile devient plus fragile, plus maladroit, plus lourd. Et avec lui, l'esprit s'émousse. Celui qui ne bouge pas perd en agilité mentale, en capacité de réponse, en étincelle qui reflète la vitalité.
Le corps et l'esprit sont inséparables, l'un se fane avec l'autre. Le mouvement ne signifie pas nécessairement des entraînements extrêmes ou des exploits sportifs. Il signifie une discipline quotidienne. Marcher avec un but, étirer les muscles, garder le corps actif même si la journée est lourde. Chaque décision de bouger est une affirmation de vie. Chaque pas que tu choisis de faire au lieu de rester assis est une victoire contre l'usure. Le corps fleurit quand tu l'utilises, quand tu le défies, quand tu le maintiens en action. Le mouvement a également un impact direct sur les émotions. L'exercice libère les tensions, réduit le stress et élève l'humeur. Il est impossible de rester jeune si l'esprit est éteint et rien n'allume plus que d'activer le corps. La passion, l'énergie et la clarté mentale surgissent après l'avoir bougé, pas avant. C'est pourquoi il est une erreur d'attendre la motivation pour commencer. C'est l'action qui réveille l'esprit, pas la paresse. La vérité est simple et agressive. Si tu ne bouges pas ton corps, tu le tues en silence. 6. La passion ardente maintient ton énergie vive. Un feu ne se flétrit pas avec les années. Il s'éteint uniquement lorsqu'il cesse de recevoir de l'oxygène. Il en va de même pour l'esprit humain. La véritable jeunesse ne meurt pas avec le temps. Elle s'éteint quand on perd l'étincelle qui nous pousse à vivre avec force. Cette flamme interne est ce qui maintient la vitalité, ce qui donne de l'éclat au regard et de la fermeté au pas. Sans passion, le corps devient lourd, la routine devient grise et la vie se transforme en une simple formalité. Beaucoup pensent que la passion est une exagération, un désordre ou un enthousiasme momentané. Mais la véritable passion est autre chose. C'est une direction, c'est une énergie soutenue, c'est le moteur qui donne un sens aux heures. Celui qui vit avec passion ne gaspille pas ses jours en trivialité, car il a toujours une raison qui le pousse en avant. Au contraire, celui qui se résigne à vivre sans feu intérieur commence à vieillir de l'intérieur, même s'il conserve encore sa jeunesse à l'extérieur. Le vide tue plus vite que les années. Pour les stoïciens, la passion n'était pas confondue avec un excès incontrôlé, mais avec une force bien orientée vers l'essentiel. Marc Aurèle écrivait que chaque matin, il devait se rappeler sa mission d'être humain, d'agir avec dignité et but. C'est la forme la plus claire de passion, se lever en sachant que la journée n'est pas une condamnation, mais une opportunité de pratiquer la vertu et la discipline. Un cœur enflammé transforme n'importe quelle tâche, même la plus petite, en un acte de vitalité. La science renforce cette vision. Des études montrent que ceux qui maintiennent des projets qui les enthousiasment, des objectifs qui les motivent et des activités qui les inspirent, non seulement vivent plus longtemps, mais le font aussi avec une meilleure santé physique et mentale. Le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine lorsqu'il se connecte à quelque chose qui suscite un intérêt authentique, et ces substances sont une nourriture directe pour la vitalité. Il suffit d'observer comment le visage de quelqu'un change lorsqu'il parle de ce qu'il aime. Les yeux brillent, la posture s'élève, la voix acquiert de l'énergie. Ce rajeunissement n'est pas dû à la génétique, mais à la passion. Renoncer à ce qui enflamme l'esprit est comme laisser le feu se consumer jusqu'à être réduit en cendres. Chaque rêve abandonné, chaque intérêt réprimé, chaque désir réprimé est un seau d'eau qui éteint la flamme. Et lorsque cette étincelle disparaît, la routine prend le contrôle, la fatigue devient permanente et le visage reflète le poids de la résignation. Personne ne peut rester jeune sans une raison qui l'enflamme de l'intérieur. Il ne s'agit pas toujours de grands projets ou de gestes héroïques. La passion peut aussi habiter dans la simplicité, cultiver un talent, s'engager dans une cause, perfectionner un métier, prendre soin d'un lien précieux. Ce qui importe, ce n'est pas la taille de la flamme, mais qu'elle continue de brûler. Tant qu'il y a une raison de se lever avec détermination, tant qu'il y a quelque chose qui brise la monotonie et active le désir de continuer, la jeunesse reste intacte. Un esprit passionné et contagieux. L'énergie que transmet quelqu'un qui vit enflammé est impossible à ignorer. Il n'est pas nécessaire d'expliquer, on le perçoit dans sa façon de parler, dans l'intensité de ses gestes,
dans la clarté de ses décisions. Cette vibration vitale rajeunit non seulement celui qui la porte, mais inspire aussi ceux qui l'entourent. La passion, en ce sens, est une force expansive. Elle maintient ton énergie vive et multiplie celle des autres. La vérité est dure, mais claire. Tu ne vieillis pas avec les calendriers, tu vieillis quand tu cesses de rêver, de lutter, de désirer avec intensité. Chaque fois que tu renonces à ce que tu aimes, tu perds des années de vie. 7. La productivité excessive épuise, l'équilibre restaure. Une corde tendue peut résister longtemps, mais si elle ne se relâche jamais, elle finit par se rompre. C'est ce qui arrive à ceux qui vivent obsédés par la production, par la performance, par la démonstration de valeur, à travers des réalisations constantes. Ils pensent que plus ils font, plus ils seront épanouis, sans se rendre compte qu'ils brûlent leur énergie vitale à un rythme que le corps et l'esprit ne peuvent soutenir. La productivité sans pause vieillit, non pas parce que travailler est mauvais, mais parce que confondre la valeur personnelle avec la quantité de résultats est un piège qui épuise de l'intérieur et de l'extérieur. Le monde moderne pousse vers cette obsession. On célèbre celui qui dort peu, celui qui est toujours occupé, celui qui ne se repose jamais. On confond mouvement avec progrès. On confond être rempli d'activité avec vivre une vie significative. Ce qu'on ne dit pas, c'est le prix. Un visage fatigué, un esprit vide, un corps qui accumule la tension jusqu'à tomber malade. La productivité excessive ne construit pas la vitalité, elle la dévore. Personne ne rajeunit avec des journées interminables ni avec des agendas sans répit. La jeunesse se maintient avec l'équilibre, pas avec l'épuisement. Les stoïciens comprenaient la valeur de la mesure. Pour eux, la vertu résidait dans la tempérance. Savoir quand agir avec force et quand s'arrêter pour retrouver la clarté. Sénèque avertissait que la vie n'est pas courte, mais que nous la gaspillons en choses inutiles. Cette réflexion montre que faire trop n'est pas toujours vivre plus, c'est souvent vivre moins. Celui qui remplit chaque minute d'activité perd la capacité d'être présent, et sans présence, il n'y a pas de véritable vitalité. La science est d'accord. Le stress chronique résultant de la surcharge de tâches accélère le vieillissement cellulaire, affaiblit le système immunitaire et détériore la santé mentale. Dormir peu, ne pas prendre de pause, vivre sous une pression constante active des mécanismes dans le corps qui l'usent comme s'il vieillissait d'un coup. Ce n'est pas un discours philosophique, c'est de la biologie pure. Celui qui ne s'arrête jamais se brise avant l'heure. L'équilibre, en revanche, rajeunit. Il ne signifie pas paresse ni manque de discipline, il signifie reconnaître que le corps a besoin de repos, que l'esprit a besoin de silence, que l'esprit a besoin d'espace de calme pour maintenir sa fraîcheur. Équilibrer n'est pas faire moins, c'est faire avec intention, c'est prioriser l'essentiel, c'est travailler avec concentration et ensuite s'arrêter avec la même fermeté pour récupérer de l'énergie. Le repos bien utilisé n'est pas du temps perdu, c'est un investissement en vitalité. Beaucoup pensent que s'arrêter est un signe de faiblesse. En réalité, c'est un signe de force et de maîtrise. N'importe qui peut se remplir d'occupation, n'importe qui peut tomber dans le piège de se sentir précieux seulement en faisant plus. Mais seul celui qui a le contrôle de lui-même sait quand dire stop. Cette maîtrise rajeunit parce qu'elle redonne du pouvoir à l'esprit. L'équilibre n'est pas passivité, c'est stratégie. Celui qui le pratique ne vieillit pas avant l'heure parce qu'il sait gérer ses ressources. La vérité est claire et percutante. L'obsession de la productivité ne te rend pas plus grand, elle t'épuise jusqu'à te rendre petit. La jeunesse ne se conserve pas dans la hâte ni dans la surcharge, elle se conserve dans la juste mesure, dans l'équilibre entre l'effort et la récupération. Chaque pause consciente est une dose de fraîcheur pour l'esprit, chaque moment de repos réel est un rappel que tu travailles pour vivre, tu ne vis pas pour travailler. Si tu veux maintenir ta vitalité au-delà de l'âge, apprends à équilibrer. 8. La façon dont tu te parles définit ta présence.
Réfléchis à ceci, tu peux bien t'habiller, dégager de la confiance et sourire face au monde. Mais si ta voix intérieure est hostile, tôt ou tard, cette hostilité se filtrera dans ta présence. La façon dont tu te parles est le moule silencieux qui construit ta manière d'être face aux autres. Chaque mot répété dans ton esprit est un coup ou un élan. Et il n'y a pas de ride plus marquée que celle laissée par le mépris de soi. Le dialogue interne est une arme à double tranchant. Il peut te relever quand personne d'autre ne le fait, ou il peut te couler même dans tes meilleurs moments. Celui qui se dit « je ne peux pas, je ne vaux rien, il est trop tard pour moi », accélère son vieillissement émotionnel et physique. Ces phrases pèsent comme des chaînes invisibles qui courbent le dos, éteignent le regard et fanent l'énergie. La détérioration commence à l'intérieur, et ce qui se passe dans l'esprit trouve toujours un moyen de se montrer dans le corps. Les stoïciens étaient conscients du pouvoir des mots dirigés vers soi-même. Épictète enseignait que nous ne sommes pas blessés par les faits, mais par l'interprétation que nous en faisons. Si tu interprètes ta vie à travers des phrases de défaite, ton esprit se contracte. En revanche, si tu choisis de te parler avec clarté, discipline et respect, ta présence s'élargit. La jeunesse se conserve non seulement dans la façon dont tu te déplaces ou dont tu te reposes, mais aussi dans la façon dont tu te traites quand personne d'autre n'écoute. La façon dont tu te parles définit ton énergie. Celui qui se répète constamment qu'il est faible commence à agir en conséquence. Celui qui se dit qu'il est fini commence à vivre avec un visage éteint et les épaules tombantes. Mais celui qui se rappelle chaque jour qu'il a encore du chemin à parcourir, qu'il est encore capable de résister et de grandir, projette de la vitalité. Cette conviction se voit dans le regard ferme, dans le pas décidé et dans la sérénité de sa voix. La science le confirme également. Le cerveau ne distingue pas entre une menace externe et une menace interne. Lorsque tu te parles avec une dureté destructrice, le corps réagit comme s'il était sous attaque. Le cortisol augmente, la tension monte, la capacité de régénération diminue. En d'autres termes, te maltraiter avec des mots vieillit. En revanche, un dialogue interne constructif active des neurotransmetteurs qui améliorent l'humeur, renforcent le système immunitaire et prolongent la vitalité. Beaucoup confondent le respect de soi avec la complaisance. Te parler avec respect ne signifie pas t'excuser ou te mentir, cela signifie avoir la fermeté de te corriger sans te détruire. Tu peux te dire « ce que j'ai fait n'était pas le meilleur, mais je peux le faire différemment », au lieu de répéter « je suis un échec ». La différence semble petite, mais elle transforme ta présence. Le premier corrige et renforce, le second affaiblit et flétrit. Réfléchis à quelqu'un qui dégage de la confiance sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas seulement à cause de la façon dont il s'habille ou se déplace, c'est parce que son dialogue interne le soutient. Une personne qui se parle avec respect reflète la dignité dans la façon de regarder, dans la manière de s'asseoir, dans le calme de sa voix. Cette présence rajeunit, car elle n'est pas marquée par le poids du mépris, mais par la force de l'autocompréhension. La vérité est claire. Personne ne reste jeune s'il est en guerre avec son propre esprit. La détérioration la plus rapide ne vient pas du calendrier, elle vient du poison des mots internes. Te parler comme un ennemi t'épuise, te parler comme un guide te renouvelle. La façon dont tu choisis de te traiter en silence est celle qui définit comment les autres te perçoivent. Et cette perception peut être celle de quelqu'un qui est flétri de l'intérieur ou celle de quelqu'un qui transmet de la force et de la vitalité au-delà des années que tu connais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.